Bonjour, je suis absolument désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui pour participer de manière plus vivante à ce colloque sur la comédie française et je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir néanmoins permis de vous présenter ce qui sont les résultats encore provisoires d'une étude, d'une recherche que j'ai entreprise à titre personnel et de manière un petit peu solitaire sur la circulation et l'audience des films européens considérés d'après leur genre. Il se fait que pendant 22 ans, j'ai été responsable d'un département de l'Observatoire européen de l'audiovisuel à Strasbourg et à ce titre notamment responsable des statistiques européennes du cinéma. Et dans ce contexte, avec mon équipe, avec les correspondants nationaux, nous avons créé une base de données, la base de données Lumière, sur les entrées des films distribués en Europe. Et cette base de données, beaucoup utilisée par l'Observatoire pour un certain nombre de travaux sur la circulation des films, a jusqu'à présent été très peu utilisé pour faire des analyses par genre de film et très peu utilisé dans le domaine de la recherche universitaire. Et c'est pour cette raison qu'il me paraissait intéressant de vous présenter ici ce qui peut être fait en matière d'analyse statistique des genres cinématographiques et en particulier de ce genre qui nous réunit aujourd'hui, la comédie. La base de données Lumière a été créée à la demande du comité consultatif de l'Observatoire, c'est-à-dire des organisations professionnelles, et de la Commission européenne, en particulier des responsables du programme Média, qui est aujourd'hui intégré dans le programme Europe créative. La Commission européenne travaillait à l'époque sur la mise en place de ce qui est devenu le soutien automatique à la distribution, avec l'idée que les films européens ne circulaient pas suffisamment au sein du marché commun, au sein de l'Union européenne, et qu'il fallait créer un système d'incitation pour que les distributeurs prennent plus de risques sur la prise en charge de films nationaux pour les distribuer dans les autres pays. Pour cela, la Commission européenne avait besoin d'un outil statistique qui lui permettait d'établir à l'échelle de l'Union européenne la part de marché des films européens et aussi la part de marché des films européens en dehors de leur marché national. Pour établir un tel instrument de mesure, il fallait aller au-delà de la simple addition des statistiques nationales, par ailleurs très hétérogènes, et mettre en place une base de données qui aurait compilé de manière harmonisée et systématique les données sur les entrées des films distribués dans les différents pays européens. Alors, cette base de données a été mise en place avec une collecte qui a commencé en 1996, c'est-à-dire de manière un petit peu symbolique, la première année du deuxième siècle de l'histoire du cinéma. Et elle regroupe à présent des données sur 34 territoires européens et depuis 2009 sur 17 territoires non européens. Pour ces 17 pays, les données sont achetées auprès de Comscore, une société privée qui est la société maintenant de référence au niveau international pour les données de box-office. Au fil des ans, la base a pris de l'ampleur et elle regroupe à présent des données sur plus de 72 000 films, dont pratiquement 59 000 films qui ont été produits entre 1996 et 2018.
La couverture peut être jugée tout à fait satisfaisante, puisque depuis une dizaine d'années, elle est pour l'Union européenne de l'ordre de 95 à 97%. Alors les films sont indexés en fonction de leur origine sur base de la nationalité de l'entreprise de production et en cas de coproduction sur base de la nationalité du principal coproducteur ou du principal groupe de coproducteurs, du groupe de coproducteurs majoritaire. En ce qui concerne l'indexation par genre, le travail est moins avancé. Il est en cours de systématisation, mais pour l'instant, il y a environ 50% des films dans la base qui sont indexés en transférant les catégories de genre telles qu'on peut les trouver dans la base de données IMDb, que je suppose vous connaissez tous, qui peuvent être pour tel ou tel film discutables, mais qui dans l'ensemble sont très, très pertinentes. Et pour mener à bien la présente recherche, j'ai veillé à ce que les 4000 films ayant, durant la période, obtenu le plus d'entrées dans l'Union européenne soient bien indexés, et également l'indexation des genres de l'ensemble des films français produits dans la période 96-2018 a été effectuée. Alors, une partie de la base est publique et voici à titre d'exemple les données que vous pouvez consulter concernant Intouchable, qui est le film français qui a obtenu le plus d'entrées non seulement en France, mais également en Europe et dans le monde, en tout cas pour la période considérée. Et vous voyez, vous avez les données pays par pays avec le nom du distributeur, la date de sortie, les entrées annuelles et les totaux européens. Vous pouvez également avoir accès à deux graphiques. Le premier, celui de gauche, vous donne une illustration de la répartition des entrées de films sur les différents marchés de l'Union européenne. Et dans le cas d'Intouchable, vous voyez que 50% des entrées ont été réalisées en dehors de France, essentiellement en Allemagne, en Italie et en Espagne. Et le graphique de droite vous permet de mettre ces données en relation à la taille des marchés, à la taille de la population. Et là, vous pouvez voir qu'Intouchable a été vu par plus de 30% de la population française, par près de 20% de la population suisse et plus de 10% de la population danoise ou allemande. Alors voici les deux graphiques qui correspondent aux besoins initial de la Commission européenne. Le graphique de gauche vous permet de percevoir l'évolution des entrées dans l'Union européenne en fonction de l'origine des films, et le graphique de droite, les mêmes données traitées en termes de pourcentage, donc en termes de part de marché. Alors, ce qui est évidemment dominant, c'est en jaune, ce sont les films américains. En gris, cette catégorie très particulière de ce que les anglo-saxons appellent les runaway productions ou les films de incoming investment, c'est-à-dire des films produits hors des États-Unis à l'initiative des entreprises américaines, essentiellement des studios d'Hollywood, dont les Britanniques, quand ils sont produits en Grande-Bretagne, vont considérer qu'il s'agit de films britanniques, mais qui ne sont en général pas éligibles aux aides européennes et ne sont donc pas nécessairement considérés comme européennes. Alors, la part de marché des films européens, on la trouve dans le cumul des zones bleues et oranges en bas des graphiques. Elle évolue suivant les années entre 20 et 32%. En bleu, il s'agit des entrées des films sur leur marché national, et en orange, des entrées sur les marchés non nationaux,
ce type d'entrée variant suivant les années entre 4,9% et 9,8% du total des entrées dans l'Union européenne. Jusqu'à présent, l'Observatoire a mené peu d'études statistiques sur la distribution, la circulation des films en fonction des genres et ne l'a guère fait que sur deux genres particuliers assez facilement identifiables, l'animation et les films pour enfants. Alors, il y a de bonnes raisons pour être prudent en matière d'analyse quantitative des genres, la principale étant bien entendu la difficulté de définir un genre et d'affecter telle ou telle œuvre à un genre particulier. Les théoriciens des genres en matière de littérature ou en matière de cinéma ont bien montré que les genres étaient discutables, étaient fluides, évoluaient avec le temps, et à l'inverse, les statisticiens ont besoin d'une certaine rigidité, de catégories limitées, stables, qui permettent d'établir des séries dans le temps et dans l'espace. Pourtant, il y a une bonne raison qui est d'essayer de prendre en charge quand même cette notion de genre du point de vue statistique. C'est, comme l'ont bien montré Rick Hartman ou Raphaël Moine, c'est que les genres correspondent à des nécessités de l'industrie cinématographique dans le domaine de la production, de la distribution, de l'exploitation, que les genres sont des signaux adressés aux consommateurs potentiels de manière à les guider dans leur choix de fréquentation, et qu'il y a donc une pertinence à essayer de saisir de manière quantitative ce qui relève de logique industrielle. Alors évidemment, le statisticien du cinéma n'a pas la possibilité de voir l'ensemble des films sur lesquels il doit établir des chiffres, et il est obligé de trouver des solutions pragmatiques pour pouvoir avancer. Et la solution la plus aisée est d'utiliser les catégories fournies par la base de données IMDb, qui a l'avantage d'être universelle. Pratiquement tous les films produits dans le monde, en tout cas depuis une trentaine d'années, se trouvent dans la base, et on leur a affecté IMDb leur a affecté une ou plusieurs catégories de genres. Alors j'ai identifié 25 catégories qui sont utilisées par IMDb pour l'indexation, et chaque film est qualifié avec une, deux, en général trois catégories, mais parfois quatre ou cinq. Alors comme l'a bien montré Raphaël Moine, toute définition de genre cinématographique en fait mélange des critères différents, des critères de public visé, des critères de milieu, des critères d'énonciation, de mode narratif, des critères de sujet. Il n'y a pas une véritable cohérence dans la définition des principaux genres cinématographiques. En ce qui concerne les comédies, j'ai repéré dans IMDb plus de 350 couplages différents, donc de films indexés comédie avec des films d'autres catégories, drama, romance, western, crime, etc. 350 catégories pour le statisticien, c'est beaucoup, et donc il y a des nécessités de regroupement, et finalement j'ai opté de manière tout à fait provisoire, et qui peut d'ailleurs être affinée
avec le temps pour 12 catégories. La plus simple est celle de ce que j'ai appelé la comédie pure, dès lors que IMDb a indiqué pour un film ce seul terme de comédie sans autre catégorie. Dès lors que le terme comédie était associé avec d'autres catégories, je parlerai de comédie mixte. Et ces comédies mixtes, je les ai regroupées en 11 grands sous-groupes qui sont assez familiers finalement, je pense aussi bien aux chercheurs qu'aux utilisateurs. Comédie romantique, comédie d'action et d'aventure, comédie historique, comédie policière ou criminelle, comédie dramatique, comédie familiale, comédie fantastique ou de science-fiction, comédie d'horreur, comédie en musique plutôt que comédie musicale parce que j'y inclus les films qui ne sont pas nécessairement chantés mais qui se passent dans les milieux musicaux, il y en a pas mal, et comédie sportive, c'est un genre qui est surtout développé aux États-Unis, donc des films qui se passent, des comédies qui se passent dans le milieu sportif, et un genre qui émerge aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, le documentaire comédie, dont l'exemple français le plus frappant et celui qui a eu le plus de succès est certainement Merci Patron de François Ruffin. Alors la première élaboration statistique que je vous propose est une élaboration pour essayer de cerner la place de la comédie, je dirais ici toutes catégories confondues, dans les différentes régions du monde. Pour cela, j'ai considéré les 500 premiers films en termes d'entrée dans les diverses régions du monde sur la période 2009-2018. Et ce qui apparaît, c'est que c'est en Asie que ces films de comédie, donc toutes catégories confondues, obtiennent la part de marché la plus significative, 26,5%. Suivi par l'Océanie 22,8%, l'Amérique du Nord 18,5%, l'Europe 17,5% et finalement l'Amérique latine où la comédie recueille uniquement 13,3%, mais où l'animation, les films d'animation recueillent eux 26,3%, ce qui est la part de marché la plus significative dans les régions du monde pour ce type de film. Pour analyser l'importance du marché international pour les films d'un pays donné, j'utilise ce que j'appelle un ratio d'exportation, c'est-à-dire la proportion entre les entrées réalisées sur le marché international en dehors du marché national et l'ensemble des entrées réalisées par les films d'un pays donné. Alors pour les films américains, on peut calculer que pour la période 2009-2008, le marché international a représenté 61,5% des entrées, avec les entrées dans l'Union européenne qui comptent pour 20,7% des entrées totales des films américains. Alors, il est intéressant de noter que, en ce qui concerne l'Union européenne, les proportions sont relativement les mêmes pour les différentes catégories de films. Bon, 23,4% pour les films d'animation, 20,1% pour les films hors comédie, 22,1% pour les comédies pures et 19,4% pour les comédies mixtes. Alors que pour le reste du monde, les proportions sont fondamentalement différentes. Les films hors comédie obtiennent 40,7% des entrées en dehors dans le reste du monde, donc en dehors de l'Europe et des États-Unis, alors que les comédies pures n'en obtiennent que 26,5% et les comédies mixtes 33,6%. Donc cela tend à montrer qu'il
il y a des obstacles probablement culturels à la circulation des comédies américaines dans ces autres parties du monde. J'en viens à présent à l'analyse de la place de la comédie sur le marché de l'Union européenne. Et ici, ce qui est pris en considération, c'est la période de 96-2018 à partir de l'analyse de ce top 4000, donc les 4000 films ayant réalisé le plus d'entrées dans la période. Alors il est frappant, mais ce n'est pas étonnant, de constater que les films américains dominent en nombre et en part de marché sur toutes les catégories, à l'exception des comédies pures, où l'on voit que seulement 88 comédies pures figurent dans le top 4000, alors que on peut dénombrer 306 comédies pures d'origine européenne. Et en part de marché, les comédies pures européennes obtiennent plus de 60% des entrées de leur catégorie dans l'Union européenne, ce qui est une proportion qui est même supérieure à celle des documentaires. La proportion est un petit peu plus élevée aussi pour les comédies mixtes si on la compare à celle de l'animation et des fictions hors comédie. Si l'on compare à présent les entrées moyennes des différents genres de films en fonction de leur origine, on constate à nouveau la domination américaine. Et ici, même pour les comédies pures, les comédies pures américaines récoltent en moyenne 4,7 millions d'entrées, alors que les comédies pures européennes dans l'échantillon récoltent à peine 2 millions d'entrées. Mais ce qui est intéressant, c'est si vous regardez le graphique de droite, où là on examine les entrées moyennes uniquement des films produits dans l'Union européenne et par pays, c'est de voir que pour tous les genres, à l'exception de documentaires, ce sont les films britanniques qui obtiennent les entrées moyennes les plus élevées. Et pour ce qui est des comédies, dans des niveaux qui sont relativement similaires à ceux des comédies américaines. 4,5 millions d'entrées moyennes pour les comédies mixtes britanniques contre 4,1 millions pour les comédies mixtes américaines, 3,5 millions d'entrées pour les comédies pures britanniques contre 4,7 millions pour les comédies pures américaines. Cependant, si l'on examine le nombre total de films figurant dans ce top 4000 et les entrées totales, il apparaît que c'est la production française qui domine dans les différents genres. En ce qui concerne les comédies mixtes, on peut compter 217 productions françaises sur 548 européennes, 128 comédies pures sur 306, et en matière d'entrée totale par catégorie, 592 millions d'entrées pour les comédies mixtes françaises, 419 millions pour les fictions hors comédie et 311 millions pour les comédies pures. Cela veut dire que en fait le cinéma français, parmi les différentes cinématographies européennes, occupe la première place, non pas par, disons, le fait qu'il produit quelques blockbusters qui ont des entrées importantes, mais par le fait qu'il arrive à positionner un plus grand nombre de films à succès que l'industrie britannique. On notera aussi sur ces graphiques l'importance le nombre et l'importance des entrées des comédies pures italiennes, dont on verra
qu'en fait, elles circulent très peu. Alors, si l'on calcule les ratios d'exportation des comédies européennes sur le marché de l'Union européenne, on se rend compte que les comédies pures réalisent à peine 7% de leurs entrées en dehors de leur marché national respectif, alors que les comédies mixtes réalisent 32,4% de leurs entrées en dehors de leur marché national. C'est de cela que j'ai tiré cette idée. L'Europe est divisée par le rire. Les comédies, en particulier les comédies pures, circulent très mal. Et c'est en particulier le cas des comédies italiennes et des comédies polonaises qui réalisent à peine 1% de leurs entrées en dehors du marché national. On voit que les comédies pures britanniques et françaises circulent un petit peu mieux, mais c'est nettement moins que les comédies mixtes. Et les comédies mixtes britanniques sont les seules qui réalisent plus de 50% de leurs entrées européennes en dehors du marché britannique. Il y a donc un nombre important de films, et en particulier de comédies, qui sont des succès nationaux, mais qui ne circulent pas dans les autres pays européens. On peut même en dresser le palmarès. J'ai réuni ici les titres des 10 films européens ayant réalisé plus de 5 millions d'entrées, mais moins de 5% en dehors du marché national. Et sur ces 10 films, on trouve 8 comédies, 4 italiennes, 2 espagnoles, 2 françaises, et 2 films historiques polonais, dont, soit dit en passant, Pan Tadeusz, un des derniers films d'Andrzej Wajda. Le volume des entrées européennes non nationales fluctue très, très fortement suivant les années et est très largement dépendant de quelques succès qui marquent les années. Comme je le dis souvent, ce sont plus les films qui expliquent les chiffres que l'inverse. Et on voit par exemple que les pics d'entrée non nationales ont été réalisés les années où ont été distribués des films tels que Mr. Bean, Notting Hill ou Intouchable. Et il faut quand même remarquer que sur les 25 films ayant réalisé le plus d'entrées européennes non nationales, on trouve 16 comédies, ce qui montre que malgré tout, le rire peut circuler à travers l'Europe. Un autre indice intéressant du fait que malgré tout les comédies européennes peuvent circuler, c'est l'analyse d'un échantillon établi sur des critères un petit peu moins objectifs, mais plus intuitifs, mais que ce que j'ai appelé des comédies d'auteur, c'est-à-dire des comédies réalisées par les réalisateurs les plus légitimés par les festivals, par la critique, par les académies. Ça peut être aussi bien Almodovar que Stephen Frears, Roman Polanski, Alain Resnais ou Ken Loach ou Ottavio Celani. Eh bien, cet échantillon, l'analyse de cet échantillon de 82 films montre que ces films ont réalisé 55% de leurs entrées en dehors du pays de production, montrant par là que, ce qui est un pourcentage relativement élevé si on compare à ce que nous avons vu précédemment, montrant qu'il y a probablement pour la comédie d'auteur un marché plus européen, même plus international que pour, disons, les comédies mixtes ou les comédies pures à vocation plus commerciale. J'en viens à l'analyse du corpus des comédies françaises sorties entre 1996 et 2018.
Ici, l'analyse porte sur le corpus complet, puisque l'ensemble des films français ont été indexés par genre, et sur les 4740 films français sortis durant la période, on compte 1412 comédies, tous genres confondus, c'est-à-dire 32% des films. Mais ces 1412 comédies ont réalisé pour les entrées, 52% des entrées mondiales durant la période, tenant compte du fait que les entrées pour l'Asie, l'Amérique latine et l'Océanie ne sont malheureusement pas disponibles jusqu'en 2008. Lorsqu'on analyse la ventilation géographique des entrées de ces films français sortis entre 2009 et 2018, on se rend compte que la France réalise, comme c'est tout à fait normal, le principal marché, avec 56% des entrées. Les autres pays européens représentent un quart des entrées mondiales et le reste du monde, 20% des entrées des films français. Par contre, pour les comédies françaises, considérées dans leur ensemble, la proportion des entrées réalisées en France est nettement supérieure, 71%, et la part du reste du monde est réduite à 10%. Ce qui tend à montrer que les comédies circulent moins bien que les autres types de films. Cela s'explique essentiellement par le fait que les comédies pures circulent moins bien. Pour ce qui concerne les comédies mixtes, on a une répartition mondiale des entrées qui est relativement similaire à celle de l'ensemble des films. Par contre, pour les comédies pures, 84% des entrées se réalisent sur le marché français et il n'y a pratiquement pas d'entrées dans les autres parties du monde. L'analyse dans le temps des entrées pour les comédies françaises, analysées dans leurs différents sous-genres, montre diverses choses intéressantes. Ici, quand on considère l'évolution des entrées pour les comédies pures, la chose qui frappe le plus, c'est qu'il n'y a pas de régularité dans les entrées, mais que les entrées pour les films de chaque année considérés sont marquées, c'est pas une surprise, par des films leaders qui font la tendance. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un relatif synchronisme ici entre les entrées en France et les entrées dans les autres parties du monde, en particulier dans les autres pays de l'Union européenne, qui sont ici indiqués en orange, mais que ce synchronisme ne joue que sur quelques films, en l'occurrence Bienvenue chez les Ch'tis, Rien à déclarer et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. En ce qui concerne les comédies dramatiques, on peut observer qu'il n'y a que 4 années où il y a eu des films vraiment porteurs. 96 avec le 8e jour de Jacob van der Maal, une coproduction franco-belge, 2010 Les Petits Mouchoirs, 2011 Intouchable et 2016 Retour chez ma mère. Et on peut observer qu'il n'y a de synchronie des autres marchés, des autres pays européens que en 2011 et en 2016. Pour les comédies romantiques, même irrégularité dans les volumes d'entrée, avec des pics en particulier
celui de 2001 avec Amélie Poulain. 2010, L'arnaqueur, mais pas d'écho sur les autres marchés européens. Et à l'inverse, en 2011, les entrées sur les autres marchés européens et les entrées aux États-Unis sont équivalentes à celles réalisées sur le marché français grâce au succès de The Artist. Les entrées pour les comédies policières sont évidemment marquées par les sorties des 5 épisodes de Taxi. Et on remarquera également le cas très particulier de 2013 où Malavita, une production de EuropaCorp, a obtenu plus d'entrées sur le marché américain que sur le marché français et pratiquement autant d'entrées dans le reste du monde que sur le marché français. De même, en 2006, Bandidas avait obtenu plus d'entrées sur les marchés européens, le marché de l'Union européenne, que sur le marché français. Les comédies fantastiques ou fantaisistes françaises sont marquées elles aussi par une série, celle des Visiteurs, avec des succès essentiellement nationaux et 2 ou 3 cas de films qui ont réalisé une certaine percée, Les Rois Mages, Jean-Philippe, Maloute de Bruno Dumont, ou encore dans une moindre mesure L'écume des jours. Pour les comédies en musique, on peut observer une synchronie assez nette entre marché français et reste du marché européen pour des films tels que Oui Femmes, le concert ou la famille Bélier. Elle est moins marquée pour des films tels que Podium ou pour le film d'Alain Resnais, On connaît la chanson. Les courbes des comédies d'action et d'aventure sont elles aussi marquées par quelques succès, en particulier les OSS 117, mais avec très peu de circulation en dehors du marché français. Même irrégularité, caractère épisodique en ce qui concerne les comédies familiales françaises, avec la série des Astérix qui est certainement la plus marquante, mais avec des résultats qui ne sont pas similaires entre la proportion entre entrée française et entrée européenne d'année en année. On voit que le premier Astérix en 99 avait obtenu plus d'entrées en dehors de France que sur le marché français, ce qui ne s'est pas répété pour Mission Cléopâtre, et pour Astérix et les Jeux Olympiques, là il y avait équivalence entre les entrées françaises et les entrées sur le reste du marché européen. À noter également le cas très particulier de Ma vie de chat, une production d'EuropaCorp qui a été qui a eu un succès très médiocre sur le marché français, 200 000 entrées, mais qui a réalisé un très beau succès aux États-Unis avec 2 millions d'entrées et plus de 4 millions d'entrées dans le reste du monde. Alors, si on considère les tendances pour l'ensemble de la période et pour l'ensemble des comédies françaises, on peut considérer que la tendance est bonne, puisqu'on voit que en moyenne, l'ensemble des comédies françaises à la fin des années 90 réalisaient 30 millions d'entrées
par an. Dans la décennie 2000-2019, 38 millions, et on arrive à 42 millions pour la décennie des années 2010. Le graphique de droite qui indique la répartition proportionnelle des entrées entre la France et les autres marchés montre que la proportion des entrées françaises varie suivant les années, avec évidemment une majorité toujours de l'ordre de plus de 60%, à cette exception près de l'année 2011, l'année de Intouchable, qui est réellement un film phénomène en termes de succès international. Alors, il est possible d'établir différents types de classements. Ici, un classement des comédies françaises en fonction de leurs entrées hors de France, où l'on peut voir que les taux d'exportation, le pourcentage des entrées réalisées hors de France varie suivant chaque film, et il serait intéressant de pouvoir disposer d'études de cas analysant les conditions de succès de chaque film, les raisons internes au film lui-même, les conditions de marketing, les conditions de sortie, les conditions particulières de concurrence dans tel ou tel pays. Un classement des comédies françaises en fonction de leur taux d'exportation mondiale met en évidence des situations, des cas extrêmement différents. Bon, j'ai déjà mentionné les productions à vocation clairement internationale d'EuropaCorp, mais on peut voir aussi, par exemple, dans ce classement, les contes d'automne le dernier Romer, qui a réalisé 75% de ses entrées en dehors de France, ou la délicatesse des frères Famkinos, qui a probablement obtenu son succès international grâce à la présence d'Audrey Tautou, devenue une star internationale après le succès d'Amélie Poulain. Alors, comme je l'ai indiqué, le sexe des réalisateurs ou des réalisatrices a été indexé dans Lumière. Il est donc possible de proposer des études genrées. Et ici, un classement des 10 comédies françaises réalisées par des femmes qui ont obtenu le plus d'entrées dans le monde. Et cela permet de voir, par exemple, que Two Days in Paris de Julie Delpy a réalisé près de 87% de ses entrées en dehors de France, que Comme une image d'Agnès Jaoui a également bien circulé en Europe avec 44% des entrées réalisées hors de France, et qu'on trouve essentiellement dans ce classement des comédies romantiques, et que les comédies romantiques dans l'ensemble voyagent relativement moins bien que les autres catégories, et on est là dans des proportions de 10 à 20% d'entrées réalisées en dehors de France. Alors, si on veut proposer une première synthèse sur ces données d'entrée, on peut constater que les tendances restent très fortement marquées par les succès individuels de films. Et donc, comme je l'ai déjà dit, ce sont les films qui expliquent les chiffres plutôt que les chiffres qui n'expliquent les films. La production de films à forte entrée reste irrégulière, malgré la bonne tenue d'ensemble de la cinématographie française et des comédies en particulier. Et les entrées des films de série, Les Bronzés, Les Tuches, La Vérité si je mens, Taxi, 0S 117, Les Visiteurs, Astérix, ont un poids important dans la constitution des masses d'entrées. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que la comédie française reste essentiellement artisanale et n'atteint pas la régularité industrielle des comédies. Je voudrais enfin aborder une dimension qui me paraît intéressante dans la production des comédies françaises. C'est une certaine tendance à l'internationalisation, ou l'européanisation en tout cas, de la production.
Alors, je vais le montrer à travers trois critères différents. D'abord, le volume des comédies françaises qui sont produites en coproduction avec des partenaires étrangers. Ensuite, l'importance des réalisateurs non français dans la réalisation de comédies de production française. Et enfin, l'apparition ou le traitement nouveau de thématiques européennes dans quelques comédies françaises. Alors, j'ai procédé, toujours à partir de la base Lumière, à une analyse du nombre de comédies qui ont été coproduites, de comédies françaises coproduites dans la période 96-2018, et il apparaît que plus d'un quart des comédies françaises sont en fait coproduites en coproduction majoritaire. Je ne parle pas des coproductions minoritaires qui sont encore certainement beaucoup plus nombreuses. Et le partenaire principal privilégié pour la coproduction, c'est la Belgique, pour des raisons de proximité linguistique évidentes, mais aussi parce que depuis une dizaine d'années, les producteurs français tentent de bénéficier du système de tax shelter qui a été instauré en Belgique. On trouvera parmi les autres pays coproducteurs importants d'autres pays latins, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Luxembourg, le Portugal, mais aussi 33 coproductions avec l'Allemagne, et puis des coproductions avec des pays des autres parties du monde, les États-Unis, le Canada, des coproductions avec des pays africains, avec des pays arabes, et quelques coproductions avec l'Amérique latine ou avec Israël. L'Observatoire européen de l'audiovisuel, toujours à partir de la base Lumière, a réalisé deux études sur les coproductions européennes montrant que les films en coproduction euh, étaient distribués dans un plus grand nombre de pays et obtenaient des entrées moyennes nettement supérieures à celles des films de production purement nationale. Alors, sans entrer dans le raffinement méthodologique de ces études, j'ai calculé pour les comédies françaises les entrées moyennes des films en production purement nationale, que vous voyez à gauche, et les entrées moyennes des films en coproduction majoritaire. Et il apparaît très clairement que sur les différents marchés, France, marché européen, États-Unis et reste du monde, les comédies en coproduction majoritaire obtiennent des entrées moyennes nettement supérieures. Pour les entrées sur le marché français, on a une moyenne de 649 000 entrées contre 561 000 entrées pour les films de production nationale. Et de même pour la distribution, ou pas pour les entrées, pour les films distribués dans les autres marchés de l'Union européenne. La moyenne d'entrée des films en coproduction est de 238 000 entrées, qui est plus du double des entrées moyennes des films en production purement nationale. Cependant, si l'on analyse le différentiel entre entrée moyenne des films de production nationale et films de coproduction sur les différents types de comédies, on se rend compte que cet effet des coproductions ne joue pas de la même manière. Il joue surtout pour les comédies familiales, donc essentiellement pour la série des Astérix, un petit peu moins pour les films d'action, les comédies romantiques ou les comédies en musique, mais qu'il ne joue pas, il est même légèrement négatif pour les comédies pures ou pour les comédies criminelles.
Un autre aspect intéressant de l'internationalisation progressive de la production de comédies françaises est le fait que un certain nombre de ces comédies sont réalisées par des réalisateurs non français. Alors j'ai passé mon temps à analyser la nationalité de l'ensemble des réalisateurs des comédies françaises repérées dans Lumière, et 4% des réalisateurs ont la double nationalité, donc une nationalité française et une autre nationalité, et 6% viennent d'autres pays, essentiellement des pays européens, mais aussi des pays arabes, des pays de l'Afrique noire, d'Amérique latine ou des États-Unis. Et à cela, il faudrait ajouter les réalisateurs qui ont été naturalisés français et aussi tous ceux qui, étant français, expriment quand même une diversité d'origine géographique, soit par l'origine de leurs parents, soit par le fait qu'eux-mêmes sont nés hors de France. Et voici le tableau des 10 films de comédie française réalisés par des réalisateurs non français. Et il apparaît que pour la plupart d'entre eux, les ratios d'exportation, donc le pourcentage des entrées réalisées hors de France, est très nettement supérieur à la moyenne. Enfin, un aspect de l'internationalisation ou de l'européanisation de la comédie française est le choix de thématiques dans quelques films qui sont très clairement des thématiques européennes. L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche était un film mettant en scène un étudiant bénéficiant d'une bourse Erasmus de la Commission européenne, situé à Barcelone, rencontrant des étudiants de différents pays européens, et il a réalisé un score très honorable de 37,5% de ses entrées européennes hors de France, notamment en Italie, en Allemagne et en Espagne. Un autre exemple est Rien à déclarer de Danny Boom, coproduction franco-belge, histoire frontalière, avec un acteur belge vedette, évidemment bien connu en France, qui est Benoît Poelvoort. Et il est intéressant de remarquer que ce film a obtenu en Belgique un niveau d'audience nettement supérieur à celui des autres comédies françaises, puisqu'il a réalisé 868 000 entrées, alors que Les Bronzés 3, qui arrive en seconde position, en avait réalisé un petit peu moins de 560 000. Autre exemple, c'est celui de La Cage dorée de Ruben Alves, qui est centré sur l'histoire d'une famille immigrée portugaise et qui a réalisé 34,9% de ses entrées européennes au Portugal et dont le taux de pénétration au Portugal a été très nettement supérieur à celui de la France, puisque 7% des Portugais ont vu le film, alors que seulement 2% des Français l'avaient vu. Pour terminer, j'évoquerai une tendance qui peut-être se dessine, qui est celle de l'exportation de formats, un petit peu sur le modèle des formats de programmes audiovisuels, sans qu'il y ait d'ailleurs nécessairement des relations contractuelles. C'est en cas des inspirations. Il me paraît très clair que des films comme Benvenuto al Sud ou Ojo Apellidos Vascos, film espagnol, ont été inspirés par la thématique de la comédie du déplacement régional qui avait fait le succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Pour terminer, j'évoquerai quelques pistes qui me paraissent pouvoir être explorées pour les développements futurs de la recherche sur ce sujet. Bien entendu, il y a des perfectionnements qui peuvent être apportés à la base lumière, en particulier une réalisation plus complète
des genres de films pour ne plus avoir à recourir à des échantillons qui sont nécessairement créateurs de biais statistiques. On peut aussi imaginer un affinement de l'analyse statistique, mais je pense qu'il serait aussi utile d'analyser, de comparer la circulation des comédies dans leur distribution en salle avec la distribution sur d'autres, dans les autres médias, en télévision, en DVD ou en VOD. Alors évidemment, il serait important, et je pense que c'est probablement une des choses que vous allez faire durant ce colloque, de s'intéresser plus en détail aux films eux-mêmes et comprendre quels sont les mécanismes d'adhésion du public aux comédies et essayer de comprendre ces mécanismes d'adhésion au niveau européen en vue d'établir ce qu'on pourrait appeler une anthropologie comparative du rire européen. Et cette anthropologie devrait inclure probablement une analyse des thématiques différentes ou des thématiques communes à l'Europe. Alors on peut imaginer une analyse des obstacles à la circulation des comédies, les obstacles internes qui sont déjà en général bien identifiés, tels que l'importance des jeux de mots difficilement traduisibles dans les autres langues, des sujets nationaux ou régionaux qui ne peuvent être compris que par les habitants d'un pays ou d'une région, l'habitus général des personnages et ce que Emmanuel Etias appelle la connivence d'une communauté nationale par rapport à ces comédies, cette connivence qui fait que seuls les membres d'une communauté nationale peuvent comprendre, adhérer à des comédies. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en tenir à cela. Il y a certainement des obstacles industriels. Le fait que la plupart des comédies sont coproduites par des chaînes de télévision nationales joue probablement dans un phénomène de préférence nationale implicite. Et la télévision qui contribue à promouvoir les humoristes nationaux joue probablement un rôle aussi dans la mesure où pas mal de comédies, en tout cas les comédies pures, impliquent ces humoristes nationaux qui ont acquis leur célébrité à la télévision, mais aussi dans les théâtres et dans les cabarets. Il serait bien entendu intéressant d'étudier le rôle de la critique, de la presse, généralement focalisée sur les films américains et sur les films nationaux. On peut s'interroger aussi sur la place minorée de la comédie dans les grands festivals. Et enfin, on pourrait s'interroger sur les solutions pour l'amélioration de la circulation des comédies. En particulier, il y a déjà quelques travaux qui ont été menés en Espagne, en Allemagne, en Pologne, sur les problèmes de traduction et d'adaptation de comédies françaises, de Bienvenue chez les Ch'tis ou d'Intouchables. Et enfin, l'analyse des stratégies de marketing pourrait être intéressante aussi. Est-ce que les agents de vente, est-ce que les distributeurs nationaux utilisent les mêmes stratégies de marketing pour les comédies que pour les autres films non nationaux? Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous livre quelques références de sites où vous pourrez trouver plus de détails, ainsi que mon contact personnel si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, me poser des questions sur cette présentation. Voilà, je vous souhaite une belle réussite à cet événement et au plaisir de vous rencontrer à une autre occasion.